Lübeck, Allemagne, 6 mars 1981. Le silence règne dans la salle du tribunal. Les bancs sont pleins. À la barre, un homme entre menotté. À quelques mètres, Marianne Bachmeier, 30 ans, le fixe. Dans son sac, un petit pistolet. En une fraction de seconde, elle se lève, vise et tire. Dès lors, Marianne Bachmeier devient une figure nationale et scinde le pays en deux, entre ceux qui la soutiennent et ceux qui condamnent ce qu'elle a fait. Mais quelle est donc la raison qui l'a poussée à l'acte ? C'est ce que nous allons découvrir dans notre affaire criminelle du jour. Avertissement. Certains passages ne sont pas appropriés à un jeune public. Des détails portant sur l'alcoolisme, la négligence infantile et la pédophilie sont uniquement abordés dans le but d'informer et de sensibiliser. La famille Bachmeier est originaire de Prusse orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la région est reprise, elle est évacuée vers l'Allemagne de l'Ouest. C'est là que commence l'histoire de Marianne Bachmeier. Elle voit le jour dans un camp de réfugiés près de Hanovre, le 3 juillet 1950, dans une Allemagne d'après-guerre en reconstruction. Après sa défaite cuisante face à l'URSS, le pays nage en plein chaos. Déchéance, précarité et famine sont le lot de la plupart des Allemands. Les Bachmeier subissent comme les autres les conséquences de cette guerre où ils n'ont pas joué le meilleur rôle. Marianne reçoit une éducation très stricte et religieuse, mais le couple formé par ses parents est à l'image de cette époque, chaotique et dysfonctionnelle. Son père, ancien officier de la Waffen-SS, échappe de peu à la prison et sombre dans l'alcoolisme après la chute du Troisième Reich. Ce dernier tape souvent des colères épouvantables et dirige sa violence et sa frustration sur femmes et enfants. C'était donc un environnement familial malsain et effrayant qui va beaucoup marquer les premières années de vie de Marianne. Quand ses parents divorcent, sa mère se remarie avec un autre homme. Ce dernier n'a rien à envier au père biologique de Marianne et est tout aussi dominant, violent et imprévisible. Il souffre également de TOC, trouble obsessionnel compulsif, souvent associé à une peur des microbes et une manie de la propreté et de l'ordre poussée à l'extrême. Il a d'ailleurs une obsession en particulier, garder son jardin impeccable et propre, au point qu'il interdit catégoriquement à sa belle-fille d'y jouer, sous peine d'une punition. Il est évident que la petite fille et sa mère ont quitté un enfer pour se retrouver dans un autre. Malgré le fait qu'elle ait vécu dans cette mentalité étriquée, faite d'interdits et de violences morales et physiques, Marianne a toujours été très libre d'esprit, et personne ne pouvait changer cela chez elle, peu importe à quel point elle se heurte à ses parents. À l'adolescence, elle rêve d'évasion, de sortir de cette petite bourgade monotone, où il ne se passe jamais rien. Elle rêve de pays lointains, où les gens sont plus ouverts et chaleureux. À mesure qu'elle commence à comprendre les choses d'adulte, elle ne peut s'empêcher de se rebeller, de faire preuve d'impertinence et de défendre ses convictions avec énergie. Une chose tout à fait scandaleuse dans le milieu bourgeois de cette époque, où une fille doit se contenter d'obéir à ses parents et tous les autres adultes, sans jamais donner son avis. Par exemple, lorsque sa mère s'est remariée, Marianne a refusé d'appeler cet homme « papa », mais plutôt « oncle Paul ». Elle ne l'aime pas, et c'est réciproque. L'oncle Paul, qui ne supporte pas son caractère rebelle, se met à la frapper régulièrement avec sa ceinture. La violence devient une menace constante dans le foyer. Dans ces moments-là, sa mère ne s'interpose jamais pour la défendre. Au contraire, elle prend toujours le parti des hommes de sa vie, plutôt que celui de sa fille. Elle considère d'ailleurs Marianne comme un boulet au pied, plutôt que son enfant qu'elle doit protéger. « Tu menaces la paix de mon ménage. Tu dois obéir à mon mari et faire ce qu'il te dit. Sinon, tu n'as qu'à retourner vivre chez ton père, s'il veut bien de toi, ce que j'en doute. » Cela dit, Marianne est toujours en recherche d'amour, d'affection et de compagnie en dehors du cercle familial, car elle n'en a jamais reçu. Mais cette personnalité rebelle et indomptable va finir par se retourner contre elle et l'orienter vers des choix difficiles. Fugue, relations toxiques et bientôt, grossesse précoce. À l'âge de 15 ans, elle entame sa toute première vraie relation avec le sexe opposé. Son petit ami a à peu près le même âge qu'elle et s'appelle Hermann. Ce qui l'a attiré chez lui, ce n'est ni son physique, encore moins sa personnalité, mais le fait qu'il possède une moto. Avoir une moto dans les années 50 et 60 équivaut à posséder une voiture de luxe aujourd'hui. Pour Marianne, qui a toujours été privée de tous les plaisirs, cette moto est non seulement un moyen de transport, mais un symbole de liberté et d'évasion.
Elle se montre particulièrement secrète à propos de sa relation amoureuse, car si sa mère et son beau-père la découvrent, elle sera enfermée dans sa chambre à double tour. Marianne prend l'habitude de se faufiler hors de la maison au milieu de la nuit, dès que les parents vont se coucher. À 16 ans, Marianne tombe enceinte de son copain. Cette grossesse précoce déclenche énormément de peur chez elle. Non seulement elle ne se sent pas prête à la vivre physiologiquement, mais elle n'a pas non plus une famille aimante pour la soutenir, ou du moins accepter son état. Elle le sait. Cela les rendrait furieux, et elle n'ose même pas imaginer de quoi il serait capable, surtout l'oncle Paul. Et comme toutes les choses que l'on s'efforce de dissimuler, cela finit par se savoir. Marianne est alors expulsée illico de la maison familiale. Sa mère ne fait aucune tentative pour la ramener. Comme je l'ai dit au début, elle prenait toujours le parti des hommes qui partagent sa vie, d'abord avec l'officier SS, le père de Marianne, et maintenant avec Paul. La voilà maintenant à 16 ans, enceinte, vulnérable, sans ressources et à la rue. Marianne est désormais seule au monde, sans personne pour la soutenir ou prendre soin d'elle. Ce qui s'est passé après son expulsion n'est pas vraiment documenté, mais on suppose qu'elle est allée dans un foyer pour mères célibataires. En 1967, Marianne donne naissance à une petite fille. Très vite, elle la place en adoption. Peu de temps après, Herman décide de rompre avec elle. Le couple ne se reverra plus. 2 ans plus tard, alors qu'elle a repris ses cours, elle fait la connaissance d'un très gentil garçon au lycée. La relation amoureuse est aussi rapide que brève, et encore une fois, elle se retrouve enceinte. La condition de Marianne est précaire, elle est sans domicile fixe, et n'a pas de réseau de soutien pour l'épauler. Son avenir est incertain, il est donc impossible qu'elle garde le bébé. Son petit ami n'est pas mieux loti qu'elle, puisqu'il est également squatteur et incapable de subvenir à ses propres besoins. Ne parlons pas d'une femme et d'un bébé. Pour ne rien arranger à la situation, son petit ami et père de son bébé décide de la quitter. Marianne a l'impression d'avoir été mâchée et recrachée par chaque personne avec qui elle rentrait en contact. Alors que son accouchement peut se déclarer à un moment ou à un autre, elle n'a nulle part où donner de la tête. Finalement, lorsque son 2e enfant vient au monde, elle le place en adoption. Entre-temps, elle quitte le lycée sans obtenir son baccalauréat. Il est temps pour elle de commencer sa vie d'adulte. Durant 3 ans, son existence chaotique et en marge de la société se poursuit. Elle vit au jour le jour, sans argent, sans projet et sans toit sur la tête. Puis, la chance lui sourit. Alors qu'elle vit toujours dans sa ville natale de Lübeck, elle trouve un emploi de serveuse dans un bar-restaurant appelé Tipaza. Heureusement pour elle, son employeur lui loue un petit appartement situé juste au-dessus de son lieu de travail. Le bar est imprégné de la culture hippie de cette époque. Son aspect est délabré, presque insalubre. Le menu est minimaliste et bon marché. La clientèle est composée essentiellement d'étudiants, de chômeurs et de marginaux. Le salaire n'est pas formidable, mais Marianne ne peut prétendre à davantage. Et cet endroit, elle va se mettre à l'aimer. Elle y trouve un semblant d'équilibre, de chaleur et de stabilité qui lui faisait horriblement défaut. Elle adore travailler au bar, l'ambiance conviviale et décontractée qui règne au Tipaza et le contact avec les clients. Pour la première fois de sa vie, elle sent qu'elle appartient à une communauté. La serveuse trouve dans ce milieu un réseau de personnes, une famille de substitution qui se soucie vraiment d'elle. Marianne n'a aucun mal à se fondre dans le décor. Elle se lie d'amitié avec les habitués, tout le monde la connaît, et l'aime sincèrement. Peu de temps après, elle entame une relation avec le gérant de l'établissement, un certain Christian. Peu de temps après avoir entamé cette relation avec lui, Marianne découvre qu'elle est enceinte pour la 3e fois consécutive. Elle vient d'avoir 22 ans, mais semble avoir vécu une éternité. Toutefois, sa situation actuelle est différente des fois précédentes. Elle est un peu plus mature, elle a un emploi, un peu d'argent, et surtout, un appartement. Elle n'est plus en mode survie comme par le passé, et est relativement heureuse et sereine. Elle se sent enfin prête pour accueillir un enfant. L'autre facteur qui a anticipé cette prise de décision est le chagrin qu'elle a éprouvé en abandonnant ses 2 premiers bébés. Elle ne veut plus renouveler cette expérience. Le 14 novembre 1972, Marianne donne naissance à une petite fille. Elle la prénomme Anna. Au début, Christian, qui est le père, promet de la soutenir financièrement. Mais il change rapidement d'avis lorsqu'il est devant le fait accompli. Il n'est pas prêt pour ce genre d'engagement à long terme. Marianne est profondément déçue par son attitude.
Elle voulait que Christian fasse partie de la vie de leur enfant. Mais à quoi bon le retenir s'il ne veut pas? Ceci dit, elle décide d'élever seule sa fille, peu importe les galères et les mauvais jours. Alors qu'elle n'a pas encore 24 ans, Marianne subit une opération de ligature des trompes pour ne plus retomber enceinte. Elle ne veut plus affronter cette épreuve aussi bien physiquement que mentalement. Elle n'a plus la force de prendre des décisions, ni de supplier des pères démissionnaires de rester avec elle. L'arrivée d'Anna bouleverse la vie de sa mère. À présent, tout son univers tourne autour d'elle. Toutefois, ses moyens financiers sont limités, et elle n'a personne à qui confier le bébé pendant qu'elle travaille. Elle n'a d'autre choix que d'emmener le couffin au Tipaza. Anna passe donc les premiers mois de son existence derrière le comptoir du bar. Rapidement, elle devient la vedette de tous les clients et tout le personnel. Tous l'adorent, se la passent de bras en bras, lui donnent le biberon, lui chantent des berceuses sous fond de musique rock endiablée. C'est devenu un peu l'enfant de tout le monde. Un bar n'est certainement pas l'endroit idéal pour garder un bébé, mais Marianne pense que finalement, ce n'est pas si mal que ça. Anna grandit alors dans un environnement alternatif, loin des conventions bourgeoises rejetées par sa mère. La culture hippie de ces années-là y contribue beaucoup aussi. La fillette devient son encre, son monde. Elle est vive, curieuse, joyeuse. Elle aime les animaux, les histoires, les après-midi au bord du Trave. Mère et fille partagent une intimité rare et puissante, bien au-delà des liens du sang. À mesure que la fillette commence à grandir, sa mère comprend que le bar n'est plus vraiment approprié pour elle. Toutefois, elle ne fait rien pour y remédier. Anna côtoie quotidiennement cet environnement très bruyant, où la fumée de cigarettes est omniprésente et où l'alcool coule à flot. La clientèle jure et parle de sujets explicites, sans tenir compte de la présence de la petite fille, qui fait un peu partie du décor. La maman qui est de service est constamment affairée derrière son comptoir. Difficile de garder un œil sur la petite dans ces conditions. Aussi soucieuse que Marianne l'est envers Anna, il lui arrive souvent d'oublier qu'elle n'a que 6 ans et que la voir se lier d'amitié avec des hommes de plus de 40 ans, une pinte de bière à la main, n'est pas la chose la plus normale qui soit. Marianne veut tellement lui donner l'indépendance et la liberté qui lui ont fait défaut durant sa jeunesse qu'elle minimise le danger d'un tel univers et l'influence néfaste que cela peut avoir sur elle. La maman s'attend aussi à ce que Anna prenne soin d'elle et prépare ses propres repas quand elle est absente. Il est vrai que Marianne mène une vie nocturne et n'a pas beaucoup de temps pour mener à bien son rôle de maman modèle, mais Anna a été forcée en quelque sorte à grandir un peu trop vite, en étant exposée à un monde d'adultes peu approprié pour elle. Même en dehors de ses heures de service, il lui arrive de rester boire en compagnie des habitués du Tipaza au lieu de rentrer à la maison ou de conduire sa fille au parc ou à la bibliothèque. Ce n'est qu'à la fin de son shift, c'est-à-dire vers 1 ou 2 heures du matin, que mère et fille montent finalement se coucher. De plus, sa consommation d'alcool, disponible et facile d'accès en raison de son emploi, fait qu'elle ne s'en prive pas. Apparemment, tous ceux qui étaient proches de Marianne Bachmeyer à cette époque disent qu'elle savait que c'était dur pour sa fille. Elle savait que ce n'était pas une situation idéale, mais elle était incapable de concilier son travail et son rôle de maman. Elle ignore que la vie lui réserve encore de mauvaises surprises. Nous sommes le 5 mai 1980, un jour qui ressemble à tous les autres. Marianne, qui a maintenant 29 ans, dort comme à l'accoutumée après une longue soirée de travail au Tipaza. La veille, vers 2 heures du matin, alors qu'elle est remontée se coucher avec Anna, une dispute a éclaté pour une raison que l'on ignore. Le plus étonnant et le plus triste est comment une enfant de 8 ans peut avoir assez d'arguments pour se disputer avec une adulte. Généralement, à cet âge, les enfants ont des petites colères, font des caprices, donnent des coups, mais n'ont pas encore la maturité nécessaire pour se disputer. Cela en dit long sur sa précocité forcée par ses conditions de vie. Je disais donc, au matin de ce 5 mai, Anna se réveille la première. D'habitude, elle s'habille, range son cartable, prépare son petit déjeuner et se rend à l'école. Mais aujourd'hui, elle refuse d'y aller. Elle fait de la résistance. Elle veut surtout montrer à sa mère à quel point elle est énervée après cette fameuse dispute. Marianne, la tête encore embrumée par l'alcool, cède et la laisse faire à sa guise. Ce qu'elle ignore, c'est que sa décision sera irréversible. Anna quitte l'appartement vers 8 heures. Elle se rend d'abord chez une amie, mais au moment où elle arrive, cette dernière est déjà partie à l'école. Anna a donc toute la journée pour elle, et ne sait pas vraiment comment l'occuper. Alors, elle se promène dans les ruelles, essayant de se divertir pendant ces quelques heures. Au détour d'une rue, elle croise la route d'un homme.
Salut toi. Mais que fais-tu toute seule? Tu n'as pas école? Non, je me promène. La conversation s'engage. Il s'appelle Klaus Grabowski. Il a 35 ans et travaille comme boucher. Anna est étonnée d'apprendre qu'il ne vit qu'à 200 mètres du bar Tipaza. Ils sont donc voisins. Lui est un peu désorienté par sa témérité. Il n'a encore jamais croisé un enfant s'exprimant avec autant d'aplomb et de confiance. « Je pense que nous nous sommes déjà croisés au bar, sans se parler, » dit-il sur un ton mi-sérieux, mi-amusé. « C'est possible. Au Tipaza, tout le monde me connaît, » répond-elle. Klaus Grabowski se met à rire nerveusement. Il jette un regard alentour pour s'assurer que personne ne les regarde. Puis, il se penche et dit doucement à la fillette. « Ça te dirait de m'accompagner à la maison? J'ai une portée de chaton très mignon et amusant. Tu pourrais même en choisir un et l'emmener avec toi en rentrant. » Les yeux de la petite Anna se mettent à briller à cette initiative. Elle accepte sans hésiter. Mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Dès qu'il arrive chez lui, Klaus agresse sexuellement la fillette, puis l'étrangle. Par la suite, il s'affole, ne sachant pas quoi faire du corps. En fin de compte, il le met dans une boîte en carton et va le jeter au bord d'un canal. En réalité, Klaus traîne derrière lui un sinistre passé de délinquant sexuel. S'il a déjà abusé d'enfants, il n'avait encore jamais tué. Anna est donc sa première victime de meurtre. Dans les années 70, il a purgé plusieurs peines pour agression sur mineurs. Il est même fiché chez la police en tant que délinquant sexuel. Ce 5 mai, en fin d'après-midi, Marianne se réveille enfin après une longue journée passée au lit. Elle remarque que sa fille n'est pas à la maison, mais cela ne l'inquiète pas immédiatement, puisqu'elle était censée être à l'école. Marianne continue donc sa journée comme d'habitude. Elle sort faire quelques courses, puis se rend à une séance photo pour un magazine. Elle rentre par la suite chez elle. C'est maintenant le soir, et Anna n'est toujours pas de retour. Marianne commence à s'inquiéter un peu, mais pas au point de s'alarmer. Elle pense alors que la fillette est restée jouer avec une amie, et qu'elle n'a pas vu le temps passer. Mais à 20h, ne la voyant toujours pas revenir, sa mère décide de sortir à sa recherche. Elle fait d'abord le tour du quartier, puis marche jusqu'au centre-ville. Elle ne peut s'empêcher de scruter toutes les petites filles qui ressemblent à la sienne. Elle interroge les passants, les commerçants, mais personne ne l'a vue. À ce stade, elle commence à être agacée. Elle pense qu'Anna a fait cela intentionnellement pour lui faire regretter le litige de la nuit précédente, et qu'à ce moment, elle doit être cachée chez une amie. Mais à mesure que les heures passent, et que les parents de toutes les amies d'Anna ont été prévenus, la maman comprend qu'elle a fait fausse route, et que quelque chose d'horrible est arrivé. À la tombée de la nuit, elle avise la police pour signaler officiellement la disparition de sa fille. Les recherches se déroulent toute la nuit jusqu'au lendemain matin, mais aucun signe de vie de l'enfant. Pendant la soirée du 2e jour de la disparition, un policier vient frapper à la porte de Marianne. Il a une terrible nouvelle à lui annoncer. Plus tôt dans la matinée, une femme s'est présentée au commissariat de Lübeck avec des informations à propos d'Anna. Il s'avère que cette femme n'est autre que la fiancée de Klaus Grabowski. Elle raconte que l'autre nuit, en allant chez lui, il se comportait bizarrement, puis à un moment donné, il a commencé à lui dire des choses. Il m'a directement avoué que ce jour-là, il a attiré une petite fille chez lui pour la violer et la tuer. Il m'a donné tellement de détails que comment il l'a étranglée avec sa culotte, mis son corps dans un carton, avant de le jeter comme un déchet dans le canal de Schleswig-Holstein. Je ne pouvais pas me taire, devenir complice. Il fallait absolument que je vous prévienne. Marianne apprend tous ces détails sordides de la bouche du policier. Le choc est terrible. Elle s'effondre, submergée par une douleur dévastatrice. Dans sa tristesse et sa colère, elle ne peut s'empêcher de culpabiliser, parce qu'elle s'était fâchée avec elle avant ce terrible événement. Elle pensait qu'elle prenait un malin plaisir à la narguer. Elle apprend que la fillette avait séché les cours ce jour-là, et qu'elle a passé une bonne partie de la journée dans la rue. C'est comme ça qu'elle a croisé la route de son assassin. À présent, Marianne réalise qu'elle avait tort, que pendant qu'elle dormait tranquillement, sa fille était entre les mains de ce monstre. La dernière fois qu'elle a vu et parlé à sa fille, c'était au cours d'une dispute. C'est donc l'image qu'elle a emportée avec elle à tout jamais. Elles n'auront jamais plus l'occasion de se réconcilier. À présent, la seule chose positive, si on peut l'exprimer ainsi, est que la police a déjà la piste du prédateur, son nom, son adresse. La fiancée peut même les conduire jusqu'à lui. Et c'est ce qui est fait. Le soir même du 8 mai 1980,
Klaus Grabowski est arrêté suite à la dénonciation de sa fiancée. L'enquête se déroule rapidement et de façon très fluide. Les investigations dans les crimes de ce genre peuvent durer parfois des années, quand ils ne sont pas classés comme des cold cases. Le fait que Grabowski ait été arrêté aussi rapidement pourrait être considéré comme un soulagement. Mais pour Marianne, c'est une victoire au goût bien amer. Grabowski passe aux aveux dès son arrivée au poste de police. Il nie cependant avoir abusé de la fillette. Au lieu de cela, il raconte à la police qu'Anna a essayé de le faire chanter. Elle a menacé de tout dire à sa mère s'il ne lui donnait pas d'argent. Par peur de retourner en prison, il a fini par l'étrangler. Marianne se sent profondément offensée par ces propos. Elle s'effondre. Ce n'est pas seulement la perte de sa fille, c'est la découverte de la monstruosité, de l'injustice, de l'irréparable. À ce moment précis, quelque chose se brise définitivement à l'intérieur d'elle. C'est une double peine pour sa mère. Jour après jour, la culpabilité se met à la ronger. Lorsqu'elle se rend 2 jours plus tard au cimetière pour choisir un emplacement pour la tombe de sa fille, le responsable des pompes funèbres lui demande si elle désire une tombe simple ou double. Ce à quoi elle répond « Double. Une pour Anna et la seconde pour moi. Je serai bientôt avec elle. » Lorsque le procès de Klaus Grabowski s'ouvre au début de mars 1981, Marianne est présente chaque jour. Elle entend les témoignages cliniques, les experts, les détails. Grabowski n'a aucun remords. Il parle de manière mécanique, froide. Pour Marianne, chaque phrase est un coup supplémentaire. Elle sent que la justice se joue sans elle. Elle n'est pas entendue, seulement tolérée. Le regard des institutions, des médias, des juges, tout lui semble distant, presque indifférent. La justice semble même prendre le meurtrier en pitié. Sa plus grande peur est qu'il finisse par s'en sortir avec une peine de 10 ou 15 ans de réclusion, en comptant les remises de peine. Il pourrait même être libéré au bout de 6 ou 7 ans, et reprendre sa vie là où il l'avait laissée, sans remords. Anna, elle, n'aura jamais l'occasion de grandir, de vivre sa jeunesse, d'étudier, de voyager, de connaître l'amour. Sa vie a été cruellement abrégée. Marianne redoute le verdict plus que l'accusé. Le mettre derrière les barreaux pendant quelques années n'enlèvera rien à sa peine à elle, bien au contraire. Elle n'éprouve aucune satisfaction à cela. Sa justice et sa vengeance, elle se les fera elle-même. Alors, elle se rend à Hanovre, où elle achète un pistolet. Elle donne ses coordonnées au magasin d'armurerie. Elle s'entraîne dans un stand de tir, un sport qu'elle pratique, ment-elle. Le propriétaire du magasin ne la questionne pas davantage. En vérité, Marianne ne sait pas tirer avec une arme à feu, et n'a jamais mis les pieds dans un stand de tir. De retour chez elle, elle sort l'arme de son étui, la scrute pendant un moment. Elle fait mine d'appuyer sur la gâchette, puis se ravise. Ses mains sont moites et tremblantes. Comme elle a menti au propriétaire de la boutique, en se faisant passer pour une tireuse hors pair, il n'a jugé nécessaire de lui montrer comment charger les cartouches. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire, mais la rage grandit, sourde, absolue. Mais elle est certaine qu'elle va y arriver. Nous sommes le 6 mars 1981, peu avant 10 h du matin. C'est le 3e jour du procès. Klaus Grabowski est assis dans la salle d'audience 157 du tribunal régional de Lübeck. Il discute avec son avocat. Profitant d'une pause, Marianne pénètre dans la salle. Son visage est blême, elle est vêtue d'un trench beige, et ses cheveux sont coiffés en queue de cheval. Profitant de l'agitation ambiante, elle sort un Beretta calibre 22 de sa large poche de manteau, vise le dos de Grabowski et appuie 8 fois sur la détente. 6 coups de feu touchés. L'homme s'effondre sur place, mort sur le coup. Marianne reste debout, immobile. Dans son regard, plus de peur, juste une forme de soulagement tragique. Elle est encerclée par une foule d'avocats, dont l'un tente de lui retirer l'arme de la main. « J'ai voulu lui tirer une balle dans la tête. Malheureusement, je l'ai touché dans le dos. J'espère qu'il est mort. » déclare-t-elle peu après l'attaque. La trentenaire se laisse arrêter sans résistance. Son geste, filmé et largement médiatisé, divise l'opinion publique. Certains la considèrent comme une mère courage, d'autres dénoncent une atteinte à l'état de droit. Marianne justifiera plus tard ses actes, entre autres, en disant qu'elle voulait empêcher Grabowski de nuire à la réputation de sa fille. « J'ai entendu dire qu'il voulait faire une déclaration. Je me suis dit, voici le prochain mensonge sur cette victime, qui était mon enfant. » a-t-elle expliqué plus tard dans une interview. Près de 2 ans plus tard, elle est elle-même jugée à Lübeck. Les juges doivent décider.
L'acte de vengeance de Marianne Bachmeier est-il un meurtre ou un homicide involontaire? Après son crime, elle est soudainement devenue le centre de l'attention publique. La jeune femme de 30 ans vend l'histoire de sa vie au magazine Stern pour 250 000 marks, les honoraires générés qui permettent de couvrir ses frais juridiques. Le journaliste Heiko Gebhardt est même autorisé à lui rendre visite pendant sa détention. En 13 épisodes, les lecteurs découvrent les détails de l'enfance et la jeunesse malheureuse de Marianne, dans un foyer strictement religieux avec un père autoritaire, ancien membre de la Waffen-SS. Marianne est enceinte pour la première fois à l'âge de 16 ans et attend un autre enfant à 18 ans. Elle donne ses 2 filles à l'adoption. Peu avant la naissance de sa 2e fille, elle est violée. Lorsque sa 3e fille Anna est née en 1973, la jeune femme, alors âgée de 23 ans, a gardé l'enfant avec elle. L'affaire choque, fascine, divise. Marianne Bachmeier devient une figure nationale, une mère vengeresse, une icône de colère ou une criminelle dangereuse. L'Allemagne s'interroge. Le procès qui s'ouvre le 2 novembre 1982 est aussi celui d'un pays. L'accusation parle de meurtre prémédité. Marianne avait planifié son geste. Elle avait acheté une arme. Elle a menti pour se procurer cette arme. Mais la défense invoque un état de stress post-traumatique, une détresse mentale extrême, une perte de contrôle liée à une douleur inhumaine. L'accusation est d'abord celle de meurtre, puis celle d'homicide involontaire. Les débats attirent une immense attention du public. Beaucoup accusent le système judiciaire d'être responsable de ce crime, car il a permis à un homme qui avait déjà abusé de 2 enfants d'utiliser des hormones pour restaurer sa libido. D'autres accusent Marianne Bachmeier d'avoir négligé Anna et doutent de la crédibilité de son chagrin. D'autres expriment ouvertement leur sympathie pour cet acte de vengeance. Finalement, le tribunal tranche. Homicide volontaire avec circonstances atténuantes. Le 2 mars 1983, le tribunal condamne Marianne Bachmeier à 6 ans de prison pour homicide volontaire et possession illégale d'armes. Initialement accusée de meurtre, Marianne voit les charges requalifiées en homicide involontaire sous la pression de l'opinion publique. Sur ses 6 années de prison, elle en purgera 3. C'est une peine symbolique, mais qui affirme malgré tout que la justice ne peut tolérer l'autodéfense en plein tribunal. À sa sortie de prison, Marianne disparaît. Elle quitte l'Allemagne, fuit les caméras, les plateaux, les débats sans fin. En 1985, elle épouse un enseignant et le suit à Lagos, au Nigeria. Le couple s'installe dans une colonie allemande. Les problèmes finissent par ressurgir. Marianne est rattrapée par ses démons. Le souvenir d'Anna continue de la hanter. Elle divorce 5 ans plus tard. Par la suite, elle s'installe à Palerme, en Sicile. Là, elle étudie la psychologie, la philosophie, peint, écrit et prend des photos. Cette expérience la captive et la séduit. Sa vie italienne lui inspire même un roman hommage intitulé Palermo, Amore Mio. Elle accorde quelques interviews, toujours sobres, douloureuses. Elle dit ne pas regretter son geste, mais ne l'idéalise pas. Elle parle peu d'Anna, mais toujours avec une douceur poignante. Pour elle, il n'y a pas de paix, seulement une survie. En 1996, alors qu'elle est toujours en Italie, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du pancréas, ce qui précipite son retour en Allemagne pour se faire soigner. Si elle reste optimiste, elle est toutefois condamnée. À sa propre demande, elle laisse le journaliste de la chaîne NDR, Lucas Maria Bomer, filmer ses dernières semaines de vie. Cette initiative, que beaucoup de ses concitoyens confondent avec de l'exhibitionnisme, est ouvertement critiquée. Selon eux, c'est encore une occasion pour attirer l'attention générale et la sympathie pour son sort. Il faut dire que ce besoin d'attention médiatique a persisté jusqu'à sa mort, et ce, même lorsque l'intérêt du public pour sa personne avait depuis longtemps diminué. Marianne Bachmeier meurt en 2006, à l'âge de 46 ans. Selon ses derniers vœux, elle a été enterrée à Lübeck, auprès de sa fille. L'histoire de Marianne Bachmeier est celle d'un drame, mais aussi d'un dilemme. Jusqu'où peut aller une mère pour venger son enfant? Où s'arrête la justice? Où commence la vengeance? En tuant le meurtrier de sa fille, Marianne a commis l'irréparable. Mais pour beaucoup, elle a dit ce que tant d'autres ne pouvaient qu'hurler en silence. 40 ans après les faits, l'affaire continue de hanter les mémoires en Allemagne. Hormis les innombrables interviews de la concernée, l'affaire a été adaptée en livres et en films.
Le journaliste Gebhard Eiko, qui l'a interviewé en prison, publie en 1984 La mère d'Anna. De cette œuvre littéraire seront tirés 2 films sortis à quelques mois d'intervalle, au vu du grand bruit médiatique que cela a suscité à l'époque. Il y a d'abord Annas Mutter, La mère d'Anna, de Burkhard Drist, puis Der Fall Backmeyer kein Zeit für Tränen, L'affaire Backmeyer, pas le temps pour les larmes, de Hark Bohm.